Alors, donc pour continuer nos travaux après la pause, donc on vous propose une table ronde sur l'affirmation des pratiques, voire d'un métier, autour de 10 ans de formation. Alors en réalité, c'est un petit peu plus que 10 ans, puisque la première formation a eu lieu juste après l'expérience de Poissy, donc en 2011 à France Victime. Et donc je vous propose de faire un premier bilan justement de toutes ces années de formation avec donc Jérôme Bertin, directeur de la Fédération France Victime, et donc Cathy Stess, qui est responsable de la formation interdisciplinaire et continue à l'ENAP, et Estelle Randy, qui est responsable de la formation à l'IFJR. Donc Jérôme, je te propose déjà de faire ton premier bilan de la formation sur ces 12 dernières années du coup. Merci Benjamin, merci pour l'invitation et puis avant d'oublier, en tout cas bon anniversaire à l'IFJR, je suis très heureux de participer à cet événement. Alors, table ronde sur la formation, j'allais dire la réflexion qui a été la nôtre a été un petit peu la même il y a plus de 40 ans quand on a parlé de l'aide aux victimes, c'est-à-dire que le leitmotiv a été en effet très rapidement, après les premières expérimentations dont on a déjà parlé, le leitmotiv c'était en effet de se former, encadrer, professionnaliser, en tout cas l'idée, pour le dire plus simplement, c'est ne pas faire n'importe comment et n'importe quoi. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Alors, quand on parle de bilan, je me suis replongé, en fait, comme, évidemment, sur 13 ans en arrière, savoir un petit peu ce qui avait pu être fait, et puis de retenir quelques dates clés pour vous éclairer dans ce bilan. Tu l'as dit, première session de formation, 2011. On avait donc déjà vécu la première expérimentation à Poissy et déjà tiré quelques conclusions de ce que pourrait être une formation sur les rencontres détenus victimes. Et on a mis en place une première session, alors avec évidemment dans un premier temps j'allais dire nos amis et experts, notamment Catherine, Robert, Paul, qui ont pu former 9 personnes et dont 4 étaient pressentis pour participer à la deuxième expérimentation des RDV, car dès la première, on s'est dit qu'elle ne suffirait pas pour tirer toutes les expériences, toutes les leçons de ces rencontres. Donc en effet, première session et déjà quelques ajustements par rapport à ce qu'on avait pu voir. Puis après, pour faire quand même très court, il y a j'allais dire une période que je vais mettre de 2012 à 2016, où on a vraiment inscrit dans notre catalogue, et bien sûr, à l'occasion de la création de l'IFJR, on l'a inscrit dans une convention entre nos deux instituts, vraiment de poursuivre, de développer, de déployer tous ces modules de formation avec jusqu'à 17 à 20 sessions par an. Et en 2016, quand je regardais les chiffres, on avait déjà une centaine de professionnels de l'aide aux victimes qui étaient formés pour mettre en place des mesures de justice restaurative. 2017, alors je citerai juste la date, mais je pense que Cathy Ftaïs en dira un peu plus. Il y a une particularité, on perçoit déjà en 2017 cet intérêt qu'on a, cette idée en tout cas de professionnaliser et de quelque part je sais pas comment, peut-être de certifier les formations, puisqu'on va créer avec l'IFJR et l'ENAP cette idée de certificat d'animateur, je crois que c'était ça, hein, mais vous en direz quelques mots, et surtout d'identifier un parcours. Et on a travaillé beaucoup là-dessus, de vraiment tout ce parcours de formation, donc beaucoup plus long sans doute que les premières sessions. 2018-2019, je vais appeler ça l'âge d'or de la formation en justice restaurative. On n'a jamais eu autant de demandes, autant de personnes formées que sur ces 3 années-là. Évidemment, ça faisait suite évidemment 4 ans après la loi, aussi une impulsion de notre financeur principal qui est le ministère de la Justice, qui chaque année dans le programme budgétaire avait au moins une petite ligne comme quoi la formation et la mise en place de mesures de justice restaurative étaient financées. Je vais le dire tout de suite, c'est moins le cas maintenant, mais en tout cas, on était très sollicités. On a eu jusqu'à 350 personnes formées dans l'année sur cette période.
Et puis 2020, évidemment, année très particulière pour tout le monde, bien sûr, mais avec là, une vraie remise en question de nos modalités de formation. La JR, c'est de l'humain, ça a été dit, c'est des rencontres, c'est des discussions, voire, comme dirait Catherine, c'est des engueulades. Et là, quand on est en visio, quand on est confiné, qu'est-ce qu'on fait? On a réussi, finalement, on a quand même relevé le défi, et on a maintenu 10 sessions tout de même de formation, une centaine de personnes formées, alors d'une autre manière. Et puis, 2020, quand même, je peux le dire comme ça, on a senti, nous, en revanche, pour nos associations adhérentes, France Victime a 130 associations adhérentes, on a senti moins de demandes de formation chez les professionnels. Alors, est-ce que, parce que dans les années précédentes, il y avait déjà suffisamment de monde formé, est-ce que les subventions n'ont pas suivi? C'est un peu les questions qu'on peut se poser. En tout cas, de notre côté, il y avait moins de demandes et je pense que les statistiques le montreraient. Il y a quand même plus eu de personnes extérieures au réseau France Victime qui s'est formé. Je parle là de CPIP, de gens de la PJJ ou de gens extérieurs. Et puis on a aussi, à la suite, notamment en fin 2019, début 2020, je crois, d'une réunion qu'on a eue tous les trois, en tout cas avec le ministère de la Justice, on a eu aussi cette idée quand même de un peu mieux former l'ensemble des professionnels du réseau France Victime à parler, à proposer les mesures de justice restaurative. Dire, au-delà du fait d'être formé pour en animer, pour encadrer, monter les projets, il fallait aussi savoir en parler. Alors, peut-être qu'on s'y est pris un petit peu tard, on aurait peut-être dû commencer par ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a créé un module de formation ou de sensibilisation proposer en tout cas à l'ensemble de nos 1650 professionnels de l'aide aux victimes. Dernier point, juste pour vous, j'ai noté du coup quelques chiffres, pour vous faire part un peu de la situation actuelle. On arrive donc très rapidement là à 2023. On vient de faire une enquête auprès de nos adhérents. Où ils en étaient justement sur les mesures, la formation en JR. On a eu pas mal de réponses, donc c'est assez parlant finalement. 94% de réponses, donc 83% du territoire couvert par France Victime est en capacité de mettre en place des mesures de justice restaurative. On couvre, cette formation du coup rayonne sur 83% du territoire. On a quelquefois 5, 10, voire plus de personnes formées dans les associations, mais majoritairement, il y a 1 à 3 personnes par association qui est formée à une ou plusieurs mesures de justice. Et au total, à l'heure actuelle, il y a 225 professionnels formés pour animer des mesures de justice restaurative. C'est environ 76, je crois, % de nos adhérents, principalement pour les rencontres détenues victimes ou les rencontres condamnées victimes, et puis ensuite la médiation restaurative. Voilà, j'allais dire rapidement déjà, premier bilan, et puis les chiffres, on va dire, actualisés. Merci Jérôme. Cathy Stace, donc il y a aussi l'ENAP qui est quand même un acteur très important de la formation sur la justice restaurative et en particulier depuis 2015, le moment où on a travaillé ensemble autour de l'idée de produire une offre intégrée à l'ENAP de formation. Cathy, je te laisse la parole. Merci. Alors effectivement, l'ENAP, qui est l'École nationale d'administration pénitentiaire, participe donc formation sur la justice restaurative. On ne peut pas parler de l'intervention de l'ENAP sans parler de monsieur Paul Mbanzoulou, qui c'est son directeur de recherche, qui avait participé à l'expérimentation à la maison centrale de Poissy. Vraiment en tant que aussi membre de l'ENAP, puisqu'il avait eu l'assentiment de la direction de l'école à ce moment-là, en fait, qui avait vu l'opportunité pour les personnels pénitentiaires de pouvoir développer ces compétences et puis aussi de pouvoir avoir peut-être de nouvelles modalités d'intervention. Donc, effectivement, avec la loi de 2014, dite Taubira, qui a porté comme condition obligatoire la formation, il y a eu donc ce parcours de formation qui a été défini avec une convention entre l'école, l'IFJR et France Victime.
Donc, à l'école, on a des formations dans 2 cadres, au niveau de la formation continue et au niveau de la formation initiale. Donc, au niveau de la formation continue, le dispositif de formation, en fait, il a été construit sur la base de modules de 30 heures. Donc, un module généraliste qui est dit module 1, qui est préalable au fait de pouvoir suivre les modules sur les rencontres restauratives selon les options médiation restaurative, les RDV ou les CSR. Et module 1 qui soit fait à l'école ou qui soit fait par France Victimes. Les modules 2, ils ont été ouverts automatiquement au public pénitentiaire, mais aussi associatif. L'idée à ce moment-là, c'était de pouvoir leur permettre de se connaître déjà dès la formation et du coup de pouvoir redynamiser le partenariat au niveau local. Dans ce parcours, il y avait eu l'idée de mettre en place un 3e module sur l'analyse de pratique. Alors, ça n'a pas été un franc succès, puisqu'on en a eu 2 d'organisés, voilà, mais qui a quand même permis de pouvoir permettre à des personnes de faire l'ensemble du parcours et notamment à 2 personnels de l'école qui, étant déjà formés en tant que formateurs, donc du coup peuvent co-animer les modules avec l'IFJR. Et donc depuis 2022, effectivement, les modules médiation restaurative et RDV sont co-animés sur l'école. Alors moi je ne suis pas allée rechercher tous les chiffres, mais en fait sur 2023 on a eu 501 candidatures, principalement pénitentiaires, mais aussi avec des personnes externes, donc soit de France Victimes, mais aussi des avocats, des enseignants. Donc je faisais référence à ce matin où vous disiez ce sont des secteurs où on peut développer la JR. En fait, il y a déjà des personnes qui individuellement sont intéressées et qui du coup vont pouvoir peut-être faire des petits au niveau de leur institution ou de leur région. On a organisé 10 sessions, donc ça fait 144 stagiaires pour être très précis. Ce qui fait que ça ne répond qu'à 29% alors des besoins ou des attentes, en fonction de si j'ai bien suivi l'intervention de tout à l'heure. En tout cas, c'est probablement pas forcément suffisant parce que certains personnels pénitentiaires ils attendent 1 an voire 2 ans avant de pouvoir bénéficier des formations, et donc quand ils se sont inscrits sur l'ensemble des modules, on peut se dire qu'effectivement ils sont motivés. Au niveau de la formation initiale, les formateurs, les responsables de formation de l'école, donc qui ont pu suivre la formation, qui sont formés à la JR, interviennent donc à hauteur de 3 heures auprès des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et des directeurs de services pénitentiaires, donc les cadres des services pénitentiaires, et à raison de 6 heures devant les conseillers pénitentiaires et de probation. Qui sont des pénitentiaires d'insertion et de probation, excusez-moi. Donc 3 heures sur les aspects théoriques et puis 3 heures avec des personnels qui viennent pour parler de leur expérience. Alors ça peut paraître peu, mais après il y a plein d'autres interventions sur les modalités, les interventions en collectif, en groupe, ou des actions qui sont menées au niveau de l'école qui bien évidemment font référence à la justice restaurative. Merci Cathy. Donc après ce bilan, peut-être Estelle, as-tu quelque chose à ajouter autour de ce parcours de formation qui s'est décliné ? Donc, si on fait le bilan, les formations, elles se sont construites au fur et à mesure de la réalité du terrain et des besoins. Comme ça a été déjà dit sur d'autres thématiques aujourd'hui,
On essaye, on ajuste, on construit, on formalise, on officialise. Et c'est la première expérimentation à la Maison centrale de Poissy qui a amené la première formation, qui a amené cette fameuse formation rencontre détenus victimes. Et au fur et à mesure, ça s'est étoffé vers le module 2 médiation restaurative, le module 2 CSR CAR. Aujourd'hui, l'IFJR anime les formations. Donc, je vais parler du parcours de formation, module 1, puis module 2 parmi les 3 qu'on peut avoir cités. Que ça soit la demande de France Victimes à Paris, que ça soit la demande de l'ENAP, ou que ça soit sur le territoire français à la demande des partenaires, à partir du moment où les candidats à la formation sont impliqués dans un groupe projet. Donc des sessions de formation de 30 heures, comme disait Cathy tout à l'heure, sur une semaine. En bilan, on voit que le nombre de mesures augmente sur le territoire, Benjamin en parlait ce matin, et qu'en parallèle, le nombre de formations augmente aussi, de façon globale. On voit une vraie corrélation entre les deux. Il y a des mesures à mettre en place, il y a des gens à former. De notre côté, si on parle de chiffres, pour faire le bilan, on en a formé M1, M2 confondus un peu plus de 334 l'année dernière. On a une projection à un peu plus de 400 sur 2023. Ça montre vraiment cette augmentation. Et on est bien sur cette tendance-là pour l'année prochaine, voire un peu plus. Je finirai sur ce bilan pour dire que oui, il y a de plus en plus de demandes de formation, il y a de plus en plus de demandes de professionnalisation par les partenaires sur le territoire. Et ça boucle un peu avec le début du bilan. On ne fait pas n'importe quoi, on a des conséquences derrière en termes de formation et de professionnels sur le territoire. On vise la professionnalisation. Voilà, justement, c'est une excellente transition avec la question que j'allais poser, parce qu'effectivement, voilà, cette formation, elle est conçue sous l'angle de professionnaliser. Après, j'aimerais avoir un petit peu vos points de vue à chacun, chacune, sur justement cette professionnalisation. Quel sens ça a dans vos fédérations, à l'école? Bon, forcément, à l'École nationale d'administration pénitentiaire, ça doit avoir un sens bien particulier, et à l'IFJR aussi. Merci. C'est vrai qu'on a évoqué le mot professionnalisé dès le départ. Enfin, je l'ai dit en effet au démarrage. Mais dans un premier temps, nous, on l'a plutôt mis en place dans le sens où le professionnel de l'aide aux victimes, de l'association en tout cas, doit être capable et avoir du coup suivi une formation avant de mettre en place un projet, comme je le disais, pour ne pas faire n'importe quoi. Maintenant, si on entend par professionnalisation reconnaissance d'un métier, voire du coup d'une activité unique, c'est-à-dire qu'on est professionnel de la justice restaurative, on ne fait que ça. Aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. Alors, c'est le cas dans certains territoires où on y reviendra sans doute demain, mais sur le fait d'avoir cette capacité à avoir une personne dédiée à ça et uniquement à ça. Mais en tout cas, nous, on l'a entendu plutôt comme aujourd'hui, enfin, hier en tout cas, comme un professionnel qui se forme comme on le fait à chaque nouveau dispositif, chaque nouvelle idée ou nouveau projet qu'il faut déployer. Mais il y a une attente. Je vous parlais tout à l'heure de l'enquête qu'on a faite. Il y a en effet cette idée qui ressort dans nos enquêtes de c'est un métier ou en tout cas une activité qui n'est pas reconnue. Et c'est sans doute une attente forte. Oui, donc effectivement, donc, tous les stagiaires qui suivent la formation reçoivent une attestation de formation qui prouve qu'ils ont été présents pendant la formation, mais cela n'avait pas été jugé suffisant, et donc dès le départ, 2015-2017, un certificat a été mis en place pour les personnes, en fait, les stagiaires qui avaient validé les compétences d'animateur de rencontres en justice restaurative, donc avec une précision après sur l'option qu'ils avaient suivie en fonction du type de module. Donc la validation au départ se faisait sur une évaluation écrite, et puis ensuite l'ENAP s'étant aussi engagée dans la dynamique de l'approche par compétence, il y a une évolution en fait sur
l'acquisition, l'évaluation continue pendant la formation, que ce soit du côté stagiaire, du côté de l'intervenant, et un entretien à l'issue de la session qui, si les compétences sont jugées acquises au cours de ce processus, en fait, permet la délivrance du certificat. Alors, ce certificat, il a été décidé qu'il était établi par l'ENAP à travers la liste des stagiaires qui sont remis par l'IFJR ou par France Victimes, donc y compris pour les formations donc délocalisées, pas que ce qui se passe à l'école, parce que comme ça permettait d'avoir un certificat commun qui n'avait cependant effectivement de valeur que pour ceux qui veulent bien lui en reconnaître une, et notamment les magistrats. Donc c'était quand même ce qui avait sous-tendu ce dispositif. Et donc nous avons ébauché depuis septembre 2021 même, mais bon là on va lancer le dossier plus fortement, de pouvoir certifier la compétence ou un métier. Donc ça c'est à définir en évaluant en fait les tenants et aboutissants de chaque hypothèse et des conséquences que ça peut avoir, en déposant donc un dossier auprès de France Compétences pour pouvoir avoir une certification qui soit reconnue. Donc ça va avoir forcément des conséquences aussi sur des changements sur le dispositif tel qu'il est mis en place, parce que les règles sont très précises et il va falloir avoir, notamment au niveau des épreuves dont je parlais, un règlement de certification, donc un changement au niveau des épreuves. Et donc il faudra aussi repenser la formation, mais ça, on y reviendra peut-être après. Voilà, en tout cas, un long chemin, puisque les dossiers qui sont déposés, en fait, en fonction qu'on choisisse le métier, donc au registre national des certifications professionnelles ou des compétences au répertoire spécifique, n'aboutissent pas tous en fait, hein. Ça va entre 50% pour le premier et 18% pour le second. Mais bon, voilà, c'est un challenge pour les années à venir. Merci Cathy. On a toujours l'ambition d'aller plus loin. On a toujours tous, là présents, cette ambition de renforcer cette professionnalisation dont on parlait. Déjà en 2015, quand on a tous ensemble réfléchi à la construction du parcours, en 2016, quand il y a eu la signature de la convention avec l'ENAP qui a été étendue avec France Victimes, il y a eu la construction d'un référentiel des compétences et des missions. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail de réflexion sur quelles sont les compétences, quelles sont les missions visées pour cet animateur de mesures de justice restaurative, pour ce futur métier, on espère peut-être un jour. On commence déjà à le structurer, et ce référentiel structure vraiment nos formations aujourd'hui. L'évaluation des acquis à l'issue de la formation du module 2, elle est vraiment conjointe à ce référentiel. Ce référentiel, si les acquis sont validés à la fin de la formation, permet l'obtention du certificat d'animateur de mesures de justice restaurative, qui a une valeur interne, certes, mais quand même reconnu par les magistrats, et qui permet de professionnaliser d'une certaine façon. Et notre volonté, elle est d'aller encore plus loin par l'enregistrement auprès de France Compétences. Donc, vous avez bien compris que c'est un gros dossier sur lequel on va s'atteler après. L'IFJR s'était déjà attelé au dossier certification Calliope dont Benjamin vous a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est fait. Ça assure aussi la reconnaissance de l'organisme de formation de l'IFJR en tant qu'organisme de formation de qualité. Ça atteste la qualité des process de formation. Ça ne change pas grand-chose pour vous, mais ça marque quand même l'IFJR dans le monde de la formation. Prochain chantier, enregistrement auprès de France Compétences. L'idée, ça va être d'inscrire le métier d'animateur un jour, quoi. On l'espère. Pour vous, parce que finalement, c'est vous qui allez être concernés.
Et puis, on a d'autres perspectives globalement. Je peux enchaîner là-dessus, côté IFJR. Ça serait de faire évoluer encore tout notre champ de formation. On pourrait étoffer nos M2. On a parlé du M2MR, du M2RDV, du M2 CSR-CAR. On pourrait imaginer un M2 conférence restaurative, dans le cadre de nos échanges avec le GACEP. On pourrait imaginer d'autres M2 par rapport à d'autres mesures. Un deuxième axe de développement pourrait être d'imaginer des échanges de pratiques interprofessionnelles pour des animateurs qui ont été formés, mais qui ont peu ou pas animé, pour qu'ils puissent rester en lien. On pourrait imaginer de pousser encore la professionnalisation, mais là sur des thématiques qui vont être beaucoup plus spécifiques, en fonction, j'ai envie de dire, du besoin du terrain, des thématiques que les professionnels rencontrent ou vont être amenés à rencontrer à l'avenir. Par exemple, thématiques spécifiques en prise et JR, JR et violence conjugale, JR et violence sexuelle au sein de l'Église, JR et terrorisme. Tout ça, ça pourrait être des sessions d'approfondissement sur ces thématiques-là. Et puis enfin, on pourrait aussi imaginer, parce que, comme on disait tout à l'heure, on met en pratique, on teste et après on valide. On a déjà mis en place des sessions de remise à niveau. Et aujourd'hui, dans les échanges que j'ai eus avec certains me disaient « Ah ouais, c'est quand même important hein, parce qu'on a été formés, mais on n'a pas pu animer. Ça ne s'est pas mis en route. » Donc, de la remise à niveau pour des animateurs qui ont été formés, qui ont peu ou pas animé, et qui auraient besoin de ça, parce qu'enfin, ça se met en place sur le territoire, mais ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'ils ont été formés. On a mis des choses en place avec certaines DISP déjà sur ce champ-là. Donc on pourrait presque arriver à imaginer que le parcours module 1, module 2, même si on le restructure à travers l'enregistrement auprès de France Compétences, devienne de la formation initiale, des actions d'approfondissement sur des thématiques qui correspondent à vos besoins, et puis des actions de remise à niveau, de réactivation des compétences, comme de la formation continue. Donc vous voyez, on a encore plein de projets pour vous, plein de perspectives, et on parlait tout à l'heure de... Catherine finissait par fêter les 20 ans. On a le temps et on est là. Voilà pour l'IFJR. Merci. Jérôme, Cathy, puisque Estelle enchaînait sur les perspectives, mais quelles sont les vôtres? Sans doute un peu les mêmes que les vôtres, vu le partenariat qui existe. Deux mots avant les perspectives. Je termine juste quelques points sur l'enquête qu'on a fait récemment, puisqu'on avait aussi posé la question des observations que pouvaient faire nos adhérents, par rapport notamment à la formation. Alors, il faut savoir déjà que la formation et la mise en place de projets, ça reste quelque chose de très fort et de très attendu. Mais les formations restent coûteuses aux yeux des associations. C'est normal, on parle de modules de 32 heures, 60 heures, enfin de parcours. Évidemment, ça a un coût et aujourd'hui, les associations ne sont plus subventionnées pour faire face à ce coût. Par ailleurs, alors en termes de perspective, déjà, premièrement, permettre au personnel formé de mettre en place des mesures. Je veux dire, on ne s'est pas formé que pour le plaisir, mais bien pour mettre en place, pour rendre efficient cette formation, il faut aujourd'hui qu'on soit capable de former. Estelle, tu citais la justice restaurative et l'Église. Nous, on en a discuté avec les instituts qui aujourd'hui sont là pour proposer des formes de réparation aux personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles au sein de l'Église. Ils aimeraient proposer de la justice restaurative, ça leur parle. Mais encore faut-il qu'on soit capable de le faire sur tout le territoire, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça demande du temps. Deuxième perspective, sans doute, chez nous, on en a parlé un petit peu ensemble, de revoir des prérequis. C'est vrai que pour l'instant, on avait, nous, plutôt dans l'idée qu'il fallait former des gens qui soit étaient dans une institution, soit en tout cas avaient un projet de mettre en place des mesures. Encore une fois, on ne forme pas juste parce que c'est intéressant, mais parce qu'on allait en faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est une vraie question qui se pose par rapport aux centaines de propositions et de bénévoles qui se sont proposés à l'issue de la diffusion du film. On a eu plein de demandes de gens très intéressés
Et il est vrai qu'il y a une grande frustration de notre part de leur dire, chez nous, il y a un prérequis. Si vous ne mettez pas en place des mesures derrière, on ne va pas prendre ce temps du coup de vous former. Peut-être qu'il faut revoir ça. Troisièmement, c'était une réflexion de nos adhérents, réfléchir à des passerelles. Il n'y a pas que l'IFJR qui forme bien sûr sur la justice restaurative. Il y a d'autres organismes, il y a d'autres choses. Et aujourd'hui, nos adhérents nous disent les passerelles entre chaque, ça n'existe pas forcément. Il faut quelquefois revoir complètement à zéro. Alors, c'est quelque chose qu'il faut bien sûr imaginer dans le cadre de formation continue. Qu'est-ce qui se passe pour les professionnels qui ont été formés il y a 10 ou 13 ans? Aujourd'hui, il faut peut-être qu'on leur propose aussi autre chose. Et en tout cas, peut-être des modules complémentaires, bien sûr. Et puis, on l'a dit, ce projet de reconnaissance professionnelle, c'est aussi très fortement attendu. Merci Jérôme. Cathy? Oui, alors... Sur le projet de certification professionnelle, en fait, effectivement, il peut permettre d'acquérir un titre qui soit reconnu. Il peut aussi, même si c'est pas l'objectif premier, et peut-être que ça répondra pas à tout, mais en fait, en termes de financement, seules les formations qui sont certifiées sont finançables par le CPF, par le compte personnel de formation. Donc voilà, ça peut aussi ouvrir par ce biais-là aussi une autre source de financement éventuel, d'accès aux formations. Donc voilà. Ce qui est évident, c'est que le dispositif de formation, forcément, il va devoir changer. La certification, en fait, ça n'a rien à voir avec la formation. C'est vraiment le fait de pouvoir... donc on a une bonne base puisqu'il y a le référentiel compétences activités qui existe. Il faudra effectivement pouvoir le réajuster avec les attentes de France Compétences, mais ça n'a rien à voir avec la formation. Par contre, il faut qu'on rediscute d'une formation qui puisse permettre d'acquérir les compétences qui vont être définies. Et surtout, il va falloir appuyer le dossier sur au moins 2 promotions tests, au moins 2 sessions en fait, qui peut permettre, qui aura utilisé ce dispositif de formation en fonction de ce référentiel. Donc c'est pour ça effectivement qu'on restera, on n'avancera pas avant, on n'aboutira pas avant 2-3 ans sur ce dossier-là. Et il faudra effectivement aussi revoir les possibilités. Alors ça rejoint ce que vous disiez en fait, en formation de type validation des acquis de l'expérience, parce que si on part sur un module, un parcours en fait où il faut être capable de pouvoir animer tous les types de rencontres restauratives, et ben, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont seulement suivi un bout de formation sur l'AMR ou sur le RDV? Donc du coup, voilà, qu'on puisse effectivement avoir les raccrochés sur les modules qui seront à créer. Vous aviez parlé aussi donc du réseau d'animateurs en fait de rencontres restauratives, et ça c'est très important parce que dans le cadre du dossier, un gros travail qui va être demandé en fait pour pouvoir mesurer l'utilité de la JR et l'impact qu'il y a en termes d'employabilité et de marché du travail, parce que France Compétences, c'est ce qu'il veut mettre en avant. C'est ce qu'il faut qu'on mette en avant pour France Compétences. En fait, ça veut dire qu'il faut vraiment pouvoir faire remonter tout ce qui se fait sur le terrain. Et il va falloir effectivement créer un outil qui puisse permettre de remonter toutes les actions, d'avoir les chiffres, de savoir combien d'actions sont mises en place sur les formations et tout. Et donc effectivement, qu'il puisse y avoir quelque chose de commun pour pouvoir faire remonter ces éléments-là. Et aussi sur le fait qu'on a, alors effectivement, on est tous les trois organismes calliopisés, comme je dis. En fait, un des critères de Calliope, c'est de professionnaliser les équipes d'organismes de formation. Et donc, du coup, à la fois, donc on a
décidé de remettre en fait un certificat d'aptitude à la formation en justice restaurative aux animateurs, aux formateurs en fait des sessions de JR. Et donc du coup, il faut aussi qu'on puisse penser à eux sur à la fois une expertise au niveau, enfin une formation continue sur par rapport à leur expertise, mais aussi par rapport à leurs compétences de formateurs et d'animateurs. Alors, ils se sont bien défendus parce que, comme vous le disiez, pendant la période du Covid, ils sont partis sur les classes virtuelles, en fait, directement, et ça a bien fonctionné. Mais voilà, il peut y avoir plein de choses aussi à mettre en place. À l'école, sur la formation initiale, on envisage d'hybrider les formations, c'est-à-dire d'avoir la partie théorique en fait à distance sur des modules en ligne. Donc il y a plein de choses aussi à repenser là-dessus. Et là, sur l'offre de formation en fait que relaie l'ENAP sur cette spécificité-là, en fait, c'est tout à fait possible de l'ouvrir aux formateurs JR. Merci à tous les trois. On voit que voilà, on manque pas d'idées et c'est vrai que pour ça c'est bien d'être à trois organismes de formation, trois instituts, écoles et fédérations pour porter cette formation à la justice restaurative. On se complète très bien et c'est vrai qu'effectivement ça fait 10 ans d'expérience et de bonheur à travailler ensemble. Voilà, je voulais aussi le spécifier. Alors, peut-être y a-t-il des questions, même s'il nous reste finalement assez peu de temps, mais il y a quand même le temps pour 2 questions. Donc, je suis à votre disposition. Il y a un micro par ici qui va circuler. Voilà. À gauche et à droite. Donc, des questions pour nos... Alors, je laisse le micro circuler parce que moi, je ne vois pas bien. Voilà. Et après, il y aura par ici, j'ai vu. Oui, je me permets une question par rapport au module de formation. J'ai souvenir dans ma formation module 1 qu'on avait parlé d'un module 3 qui existait. Et j'ai l'impression en tout cas voilà, de ne pas en avoir entendu parler là. Et voilà, je voulais savoir ce qu'il en était par rapport à ce que... Voilà, enfin, peut-être que voilà, j'ai manqué quelques informations, et si c'est le cas, excusez-moi. Mais Cathy voilà. l'a évoqué, mais tu peux approfondir peut-être. Merci. Alors effectivement, il y avait un module 3 qui avait été mis en place en fait concernant sur l'analyse de pratique en fait pour les personnes qui avaient mis en place des mesures. Et en fait, c'est ce que je disais, on l'a diffusé, il a été au catalogue de la formation continue pendant très longtemps. Et en fait, on n'avait pas de candidature. Alors on en a organisé quand même 2. Alors avec, je sais pas, peut-être à peine une dizaine de candidats, mais de stagiaires, mais en fait pour justement permettre à ceux qui voulaient le faire quand même d'avoir la possibilité de le faire. On l'a organisé 2 fois et en fait on l'a pas remis au catalogue parce que justement on s'était déjà projeté dans la perspective de la certification en fait, et en se disant que dans ce cadre-là en fait, dans le parcours de formation qu'il faudra mettre en place par rapport à ça, il n'aurait pas eu sa place. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne l'a pas réorganisé. Par contre, effectivement, il peut avoir sa place, comme le disait Estelle, dans un second temps, plutôt en formation continue, on va dire, de l'animateur, plutôt que sur le parcours de formation initiale. Merci. Alors, il y a une autre question là-bas. Ça marche, oui. Oui, je me demandais, qu'en est-il de la formation des membres de la communauté? Ça existe, c'est obligatoire, c'est programmé, qu'en est-il? Merci. Effectivement, je n'ai pas abordé la formation membre de la communauté ni la formation bénévole de la communauté. J'ai centré ce que je présentais sur le parcours de formation, module 1, module 2. On fait effectivement des formations membres de la communauté qui durent 3 jours.
ou bénévoles de la communauté, qui dure 3 jours aussi. Ces formations-là sont organisées, enfin nous allons les animer, mes collègues intervenants formateurs en tout cas et pas moi, à la demande des partenaires en fonction des besoins de leur territoire. Notre organisme de formation est au service du développement de la JR. Donc on ne va pas former pour former, on n'a pas envie de faire des compteurs qui explosent et qui ne servent à rien. L'idée, c'est de répondre aux besoins du territoire. Si les partenaires mettent ou vont mettre en place des mesures RDV et ont besoin de membres de la communauté, soit parce qu'il n'y en a pas sur le territoire, soit ceux qui étaient formés ne sont plus disponibles ou ce genre de choses, ils nous sollicitent et on va former à leur demande. Et pareil pour les bénévoles de la communauté. Ça répond à votre question ? Alors, donc, est-ce qu'il y a une autre dernière question? Et puis après, on va passer à la conclusion de cette journée par le Antonio Buenatesta, donc le président de notre conseil scientifique. Oui, une dernière question pendant qu'Antonio se prépare. J'avais une petite question. Pourquoi est-ce que le NPJJ n'est pas autour de la table sur la formation aujourd'hui ? Alors là, c'est plus une question pour moi, je pense, parce que comme je suis l'organisateur, enfin, nous sommes les organisateurs. Mais, alors, c'est vrai qu'effectivement, le NPJJ n'était pas là pour une simple raison, pas pour les mettre de côté, mais c'est qu'en fait, le parcours de formation qui est proposé par le NPJJ, comme on fait des formations avec l'ENM, est un petit peu différent. Et c'était plutôt ce parcours-là, ce parcours particulier que nous proposions de façon intégrée en partenariat avec l'ENAP, France Victime, que nous voulions mettre en avant. Donc effectivement, il y a des formations qui sont proposées à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, dans un module, pour simplifier, un module de base dans lequel nous intervenons une journée, l'ARCA aussi intervient une journée, et puis après, sinon, c'est un module qui est surtout développé par les formateurs et formatrices de l'ENPJJ. Puis après, il y a des modules complémentaires qui permettent de décliner différents types de formations, dont certaines de l'IFJR, sous un format un petit peu différent, où justement, par exemple, là, il n'y a pas de certification, parce que tout simplement, on n'a pas le temps, la formation est un petit peu plus courte, et les conditions sont un petit peu différentes. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est aussi un parcours de formation utile et intéressant, mais c'est vrai qu'effectivement, on en fait beaucoup moins, et ça ne s'inscrit pas tout à fait de la manière où de professionnalisation similaire à ce que l'on peut faire avec France Victime, l'ENAP. Donc c'est vrai qu'effectivement c'était plutôt ce parcours-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formations ailleurs, et du reste il y a d'autres, enfin on l'a dit, hein, mais il y a d'autres organismes qui proposent aussi des formations, l'ARCA, question de justice, sur des approches qui peuvent être à peu près les mêmes ou assez différentes. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas de... alors ça c'est intéressant aussi parce qu'on a construit un référentiel des pratiques. Alors ça on vous en parlera un petit peu plus tard parce qu'il n'est pas encore terminé, mais on a construit un référentiel des pratiques en justice restaurative dans le champ pénal et où justement pour travailler avec l'ARCA, avec Questions de justice, avec l'ENAP, avec France Victime. Alors le NPJ, on les avait sollicités, mais ils n'ont pas souhaité s'investir sur le projet. Pareil, on avait sollicité aussi Citoyens et Justice, mais ils n'ont pas souhaité s'investir sur le projet. Mais voilà, autour de qu'est-ce qui est commun entre nos pratiques, qu'est-ce qui est différent, et justement, c'est peut-être ça qui pourrait, à terme, conduire à une certaine harmonisation, mais pour l'instant nos parcours de formation sont très différents et c'est vrai qu'on ne peut pas proposer une interopérabilité entre ces formations. Quelqu'un qui a suivi le module de base n'a pas les éléments de l'ENPJ, qui n'a pas les éléments pour pouvoir suivre notre module 2 dans le parcours de formation France Victime, IFJR, ENAP. Voilà. Donc on ne peut pas faire d'équivalence, voilà, pour l'instant. Voilà.